Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir ce matin aussi nombreux sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de l'Argus de l'assurance. Donc l'Argus de l'assurance que vous connaissez bien sûr, ce sont effectivement des formations et comme on peut le voir sur la slide suivante, ce sont plus de 150 programmes et 400 sessions de formation programmées par an, à la fois à Paris mais aussi en province et puis soit en distanciel, soit en présentiel. Notre nouveau catalogue 2023-2024 vient de sortir. Je vous enverrai le lien dans le petit module de chat pour que vous puissiez le télécharger. Nous intervenons donc sur des thématiques variées comme le risk management, la finance, la réglementation, la distribution ou encore le digital. Et puis, sur la slide suivante, comme vous le verrez, c'est depuis plus de 2 ans maintenant un partenaire privilégié pour les professionnels du courtage grâce à sa plateforme 100% digitale Visa DDA qui vous accompagne, vous les courtiers qui êtes nombreux à nous écouter ce matin, à travers votre obligation de formation de 15 heures annuelles. Et puis sur la thématique qui va nous intéresser ce matin, nous avons plusieurs formations phares en conformité et notamment l'actualité des sanctions prononcées par la CPR, qui est une formation vraiment pour analyser les récentes sanctions prononcées afin de comprendre les attendus du régulateur en matière de risque de non-conformité, de s'informer sur les dernières recommandations et les points de vigilance et de corriger les plans de contrôle et les procédures opérationnelles. Donc, c'est ce dont nous allons parler ce matin avec Maître Julien Besserman qui nous accompagne pour ce retour sur les sanctions ACPR 2022-2023. Dont une toute récente qui date de cette semaine et sur laquelle, bien sûr, Julien reviendra avec vous. Donc, Maître Besserman, tour à tour juriste au sein de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et puis consultant en conformité. Il a développé une expertise transversale, juridique et opérationnelle au service des acteurs institutionnels du monde des assurances, aujourd'hui au sein du cabinet Lowy. Destiné aux institutionnels du monde des assurances. Notre clientèle est essentiellement une clientèle d'assureurs, de courtiers, de mutuelles. Voilà. On fait du contentieux, on fait du conseil, on fait des formations, on fait du détachement en entreprise. On a une activité assez large sur l'intégralité du secteur des assurances et on fait également de la conformité. Et c'est dans ce cadre-là que je vais vous parler aujourd'hui. Une intervention en 3 temps. Quelques généralités sur les sanctions ACPR. Là, on est sur 2022-2023. Les différents thèmes abordés, sanctions assurance, sanctions LCBFT. Et puis ensuite, un détail des sanctions qui sont tombées depuis 2 ans. En assurance, pas mal de contrats en déshérence, contrats d'assurance vie en déshérence, et également une sanction sur la vente à distance. Et en matière de LCBFT, on a un éventail large de sanctions qui vont nous permettre de reprendre un petit peu les attendus de la CPR et de la réglementation en termes de lutte contre le blanchiment. Alors, 2 mots sur les sanctions assurances. Comme vous le savez, la mission de la CPR, elle est double en ce qui nous concerne. On ne va pas aborder le point financier, solvency, la solvabilité, on va vraiment parler de la protection de la clientèle. Et en termes de protection de la clientèle, il y a 2 grands aspects. Le respect de la réglementation assurance pure et dure et le respect de la réglementation lutte contre le blanchiment. Les sanctions assurances, elles portent essentiellement sur les thèmes que vous voyez là. Il y a quelques années, un peu moins maintenant, c'était la capacité professionnelle, l'information de l'ORIAS lorsque le statut du courtier est modifié, l'absence de garantie financière ou l'absence d'honorabilité. Je pense que ce sujet est globalement bien traité maintenant. Il n'y a plus trop de sanctions sur ce thème. Devoir de conseil, c'est mon dada, vous le savez. Beaucoup de sanctions sur le sujet. Et plus le temps passe, plus les griefs changent. Au début, les sanctions étaient sur il n'y a pas de document de devoir de conseil. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Puis on est passé sur il y a un document, mais il n'est pas rempli. Là aussi, ça n'existe
que très peu, puisque les assureurs ne laissent plus passer les dossiers lorsque le questionnaire connaissance client n'est pas rempli. Sur le mal rempli, c'est un peu différent. Là, pour le coup, il y a une appréciation à la charge du courtier de l'intermédiaire qui fait qu'on peut estimer que le document de droit de conseil n'a pas été rempli correctement. Mais voilà, donc la CPR va chercher des sanctions sur ces thèmes. On a également une sanction sur un mode de rémunération qui crée un conflit d'intérêts. Là, vous le savez, tout ça a beaucoup bougé avec DDA. Il est impératif que le mode de rémunération qui est le vôtre, qui est celui des distributeurs, ne soit pas en contradiction avec les intérêts du client. Contrat d'assurance vie en déshérence, on l'a vu, il y a pas mal de sanctions sur ce thème et des gros montants, notamment il y a quelques années. C'est vraiment un sujet particulièrement suivi par la CPR. Défaut d'informations diverses relevées par l'autorité de contrôle et notamment dans les mentions légales qui doivent apparaître sur les documents de présentation du côté, sur votre document d'entrée en relation. Je ne vais pas toutes les reprendre, mais il y a vraiment une liste réglementaire d'informations à faire apparaître sur ces documents. Sinon, le risque de sanction est important. Qui vous êtes, ce que vous faites, vos processus de réclamation, médiation, l'adresse de la CPR, comment vous êtes rémunéré, etc., etc. Et c'est particulièrement important de le faire lorsque vous faites du démarchage téléphonique. La CPR soulève souvent ce point. Les démarcheurs téléphoniques, les plateformes doivent dérouler cette immense liste de mentions légales pour être sûr que le client est bien informé de qui vous êtes, ce que vous faites et de ce que vous allez lui rendre. Comme vous voyez dans le petit encadré, à peu près une dizaine de sanctions par an publiées en matière d'assurance et LCBFT, ce qui fait finalement pas tant que ça de sanctions publiées. Attention quand même, il y a tout un travail non visible de la CPR qui va écrire notamment à nos clients en leur disant eh ben, coucou, je suis la CPR, j'ai reçu des clients qui se sont plaints sur tel ou tel point de votre activité. Merci de me justifier comment vous faites l'assurance emprunteur, comment vous faites la substitution des liaisons, comment vous faites la vente à distance. Et tout ça ne donne pas nécessairement lieu à des sanctions publiées. Ça ne veut pas dire que la CPR n'est pas là et que la CPR ne travaille pas. Quels sont les thèmes pour les sanctions lutte contre le blanchiment? Là, on va retrouver l'intégralité ou la quasi-intégralité des obligations qui pèsent sur un assujetti à la réglementation LCBFT. Je vous rappelle que bien sûr les assureurs sont soumis et que bien sûr les courtiers sont également soumis à cette obligation. Donc il est important que vous preniez en charge ce sujet et que vous fassiez au moins le minimum du minimum en termes de LCBFT, c'est-à-dire la détection des PPE et le gel des avoirs, pour expliquer si un jour vous êtes contrôlé que bon, bah, vous prenez le sujet, que c'est compliqué, que vous êtes un petit courtier, mais que vous avez déjà essayé de faire des trucs. Bon, ceci étant dit, les thèmes. Classification des risques. La base d'une procédure LCBFT, c'est une classification des risques, c'est-à-dire globalement une liste des risques auxquels sont exposés votre structure. Et c'est vraiment personnalisé à la structure et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de modèle type et c'est donc ce qui est bien précisé ici. La CPR sanctionne la procédure classification des risques inexistante parce que ça veut dire que tu n'as pas fait le boulot sur la LCBFT, mais également la classification non adaptée au risque réel. J'ai pris une procédure que j'ai trouvée sur Internet, j'ai pris une procédure d'un pote, j'ai pris une procédure groupe et ben, en fait, j'ai juste changé le nom du courtier. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que vraiment, la classification des risques et la procédure LCBFT doit être adaptée à ce que vous faites en vrai. Si vous vendez de l'assurance vie, il faut que ça soit orienté assurance vie. Si vous faites de la construction, il faut que ça soit orienté construction. Voilà, c'est un gros boulot. C'est pas simple, mais il y a tout un travail à faire sur j'identifie les risques attachés à ma structure. Deuxième point important, la connaissance client. Il faut que vous connaissiez votre client, que vous connaissiez son revenu, son patrimoine, et il faut que vous connaissiez ces infos avant d'entrer en relation et qu'il y ait une actualisation des informations tout au long de la relation d'affaires et donc sanctionner
ce défaut d'actualisation, ce défaut de détection des personnes particulièrement exposées. Vous devez filtrer votre liste de souscripteurs pour vérifier s'ils sont des personnes particulièrement exposées, c'est-à-dire des magistrats, des politiques, etc., des gens avec des attributs particuliers. Et si vous ne le faites pas, vous serez sanctionné. DS, déclaration de soupçon, la CPR sanctionne le défaut de DS, les DS incomplètes, les DS tardives et également l'absence de déclaration de soupçon complémentaire. Qu'est-ce que c'est qu'une déclaration de soupçon complémentaire? On a fait une première DS, on a fait une déclaration de soupçon à Tracfin, on leur a dit, bah tiens, j'ai un doute sur telle ou telle opération, et puis on a de nouvelles informations qui nous parviennent. Il faut faire une déclaration à Tracfin, une déclaration complémentaire pour indiquer eh bien voilà, les nouvelles informations qu'on a. Donc vraiment, la CPR est extrêmement pointilleux sur ces obligations-là. Gel des avoirs, on le verra tout à l'heure. L'obligation de geler les avoirs, c'est-à-dire de ne pas verser des sous à quelqu'un qui est sur une liste de terroristes, pour faire simple, c'est une obligation de résultat. Il faut le faire. Dans l'absolu, il faut que ce soit automatisé. Et si on ne le fait pas, on est sanctionné. Contrôle interne défaillant, l'idée, elle est souvent apparue dans les sanctions de la CPR, que si le contrôle interne avait bien été réalisé par l'organisme assujetti, assureur ou courtier, alors il aurait détecté les manquements que la CPR a détectés pendant son contrôle. Donc vraiment, le contrôle interne, c'est un outil pour vous permettre de détecter d'éventuels dysfonctionnements et les corriger. Et d'ailleurs, le contrôle interne, il doit y avoir un rapport qui doit être adressé périodiquement aux dirigeants de l'entreprise pour dire voilà, on a fait un contrôle interne, on a vu tel et tel point non conforme en LCBFT, il faut modifier, il faut changer nos scénarios, on a oublié ci, on a oublié ça. Et donc ça, c'est vraiment important parce que la CPR va venir vous voir, va dire bah voilà, moi je suis venu, j'ai vu que ça allait pas, bah montrez-moi vos rapports de contrôle interne. Et si le rapport de contrôle interne dit eh ben ce point-là et ce point-là, il faut l'améliorer et que c'est pas fait, voilà, la sanction, elle va taper. Point important que soulève souvent la CPR, les moyens humains insuffisants. La CPR dit, vous êtes un grand groupe, ou même pas d'ailleurs, dit vous auriez dû mettre des moyens plus importants pour le suivi de la lutte contre le blanchiment. Pour ceux dont c'est le métier, vous pouvez vous servir de ces décisions pour aller voir vos dirigeants, pour dire coucou, j'ai besoin de gens pour m'aider à faire la LCBFT au sein de la structure, parce que sinon, on va se faire taper. Et effectivement, le moyen humain insuffisant, c'est un truc qu'on a souvent, parce que qu'est-ce que ça entraîne? Ben, ça entraîne un traitement tardif des alertes, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte de trucs, vous allez vous rendre compte qu'il faut faire une déclaration de Tracfin, sauf que comme vous êtes tout seul à faire la LCBFT, ben, ça va être compliqué, vous allez faire passer d'autres trucs avant, et voilà, le traitement des alertes va prendre du retard et la CPR sanctionnera. Et puis, procédure interne, il y a toute une série de procédures internes qui sont obligatoires, dont la procédure lutte contre le blanchiment. La CPR sanctionne quand celle-ci est inexistante, évidemment, incomplète, ou alors existante mais pas appliquée, c'est-à-dire que je suis allé voir un super cabinet d'avocats qui m'a fait une super procédure, mais en fait, je ne l'applique pas. Donc là aussi, sanction. Je me rends compte qu'on n'aura jamais le temps de tout faire, c'est pas grave. Je vous ai dit le principal sur les généralités. On va rentrer un peu dans le détail maintenant. Deux mots sur les sanctions quand même. Les sanctions doivent être extrêmement importantes. Celles que vous verrez là-haut, c'est celles qui ont trait au traitement des contrats d'assurance vie en déshérence. 10 millions, 50 millions, 40 millions. En plus, risque réputationnel, parce qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux et des chaînes d'infos continues, ils ont besoin de contenu. Une sanction de la CPR contre une grosse structure, ça fait toujours un peu d'infos. Comment est-ce que la CPR détermine le montant de sa sanction? Eh bien, plutôt en fonction de l'assise financière de l'organisme contrôlé, c'est-à-dire c'est pas tellement le préjudice réel causé, mais c'est vous êtes une grosse boîte, on va vous taper fort, vous êtes une petite boîte, on va vous taper un peu moins fort. Comment est-ce que ces sanctions peuvent être diminuées par la CPR? Eh bien, par la mise en place d'actions correctives, de plans de remédiation, comme on dit, avant l'ouverture de la procédure disciplinaire. C'est-à-dire quoi? S'ils se rendent compte
que vous avez constaté un manquement, que vous avez mis en place des actions pour corriger ce manquement, et qu'ils arrivent à ce moment-là, globalement, la sanction sera bien moins lourde que si vous faites rien, qui débarquent et qui vous disent, bah tiens, ça et ça, qu'est-ce que vous faites? Mon conseil pratique, lorsque vous identifiez des manquements, indiquez-le dans une procédure, indiquez-le dans des rapports aux dirigeants, en disant, bah voilà, on a vu que ça et ça marchait pas, on ne peut pas le faire cette année, on va le faire l'année prochaine, on prend l'engagement de nous mettre en conformité sous 1, 2, 3 ans. Ça sera toujours mieux que si vous vous faites sanctionner sans que la CPR constate que vous vous êtes déjà aperçu qu'il y avait un truc qui n'allait pas et que vous avez pris les mesures pour limiter les répercussions. Sanction assurance, essentiellement les contrats en déshérence. En 2022, 8 millions d'euros à l'encontre de Mutex, assureurs spécialisés prévoyance et épargne retraite, où on leur reproche en gros, premier manquement, de ne pas avoir informé correctement ses clients au terme de l'information annuelle et de ne pas avoir recherché les adresses manquantes des clients lorsqu'ils s'apercevaient qu'ils n'avaient pas la bonne adresse postale du client. Du coup, ils ont manqué à leur obligation d'informer le client de la possibilité de liquider son contrat. La CPR indique que c'est un manquement grave. Autre élément important, la recherche des personnes décédées. Est-ce que mon souscripteur du contrat est décédé? Et si oui, qui sont les bénéficiaires à qui je dois payer? Sanction parce que Mutex n'a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour rechercher les bénéficiaires des contrats. Donc vraiment, c'est une obligation qui maintenant est bien affirmée tant par la réglementation que par l'autorité de contrôle. Il faut rechercher les souscripteurs décédés ainsi que les bénéficiaires pour que le solde de contrats non dénoués diminue, et c'est le cas puisque les assureurs font des gros efforts sur ce plan. A également été sanctionné la modification unilatérale des contrats par Mutex. Alors je vous le dis, vous le savez, un assureur ne peut pas modifier un contrat individuel sans avenant. Contrat individuel égale avenant signé par le client. Contrat collectif, effectivement, une information suffit. La sanction est d'autant plus importante que là, c'est une modification qui, semble-t-il, a nui aux intérêts des bénéficiaires et qui a réduit le montant des sommes qui leur sont versées. Donc, du coup, la CPR n'est pas contente. Et on retrouve ici le contrôle permanent défaillant, la CPR qui dit « Ok, eh bien, le contrôle permanent n'était pas fait comme il fallait puisqu'il y avait certains périmètres de contrat qui étaient exclus. » Donc vraiment, il est important que le contrôle permanent soit le plus large possible. Deuxième sanction, MGE-NV, 1 million d'euros, qui est sanctionné sur une obligation d'information et notamment sur une obligation d'information relative à la clause bénéficiaire type du contrat. En fait, il y avait une clause bénéficiaire balai sur les contrats qui ont été contrôlés, qui indique que le client peut désigner les bénéficiaires, qu'à défaut, c'est une clause type, et qu'à défaut, dans cette clause type, les sommes étaient versées à la MGEN en qualité de bénéficiaire de dernier rang. C'est-à-dire que si vraiment l'assureur trouvait personne, alors il pouvait se verser les sous. Ce que la CPR a gardé en tête tout au long de son contrôle. Non-détection des assurés décédés et interrogation du fichier Agira, c'est la même chose. Mise en place incomplète, puisque là, la MGEN avait exclu du périmètre les contrats, les portefeuilles de contrats dont la gestion était déléguée, ce qu'il ne pouvait pas faire. Erreur de paiement dans la prestation, là, globalement, c'est une succession, ou plutôt plusieurs erreurs, dans l'application de la clause bénéficiaire. Ils n'ont pas versé aux bonnes personnes, ils n'ont pas recherché les bénéficiaires
subséquents, ils ont versé à la MGEN alors que la clause bénéficiaire avait été égarée, donc la CPR sanctionne. Ça, globalement, c'est quelque chose, j'allais dire, d'assez classique. S'il y a une mauvaise application des clauses bénéficiaires, alors il y a un risque de sanction ACPR, surtout si cette erreur est répétée. Bon, même ambiance sur cette sanction Natixis Inter-Épargne, 3 millions d'euros, recensement des comptes inactifs, absence d'identification des titulaires décédés. Troisième point est intéressant, Natixis Inter-Épargne utilisait de façon insuffisante les moyens de contact alternatifs dont elle disposait pour informer les titulaires des comptes inactifs de l'inactivité de leur compte lorsque l'adresse postale était absente. Ce que vous dit la CPR, c'est que si l'adresse postale ne fonctionne pas et que vous avez d'autres moyens de contacter, mail, téléphone, eh bien, il faut le faire. Il ne faut pas s'en tenir à simplement dire bah, j'ai envoyé un courrier et il n'y a pas de retour. Transfert des avoirs à la caisse des dépôts. Passons. L'idée générale pour les assureurs, aujourd'hui, c'est d'éplucher ces 3 sanctions pour les services qui ont à la charge de le traitement des contrats en déshérence, pour bien vérifier que l'ensemble des griefs formulés par la CPR sont mis en œuvre au sein de la structure. Sanction des démarchages téléphoniques, c'est Aviva Conseil qui avait déjà été sanctionné par le passé. Qui se fait sanctionner pourquoi? Parce qu'elle a fait souscrire des contrats d'assurance sans envoyer les documents contractuels au client. Ça n'est pas possible. Il faut envoyer les documents au client avant qu'il donne son accord, avant qu'il donne son consentement. La seule exception étant prévue par le Code des assurances, et elle dit « je peux envoyer les documents après le consentement » dans la seule hypothèse où c'est le client qui est à l'initiative de l'appel et qui est à l'initiative de la souscription. Exemple, un bonhomme qui va acheter une voiture, qui vous passe un coup de fil, qui dit « coucou, j'ai acheté une voiture, assure-moi ». Ça, c'est possible. Effectivement, il aura les documents que plus tard. Mais toutes les autres hypothèses, c'est extrêmement restrictif. Donc, attention à cette règle. Toujours envoyer les documents avant le consentement. Laisser un délai suffisant au client pour prendre connaissance des documents et pas les envoyer pendant la conversation entre le téléopérateur et le prospect parce que la CPR estime que c'est trop court. L'obligation de s'identifier dont on a parlé tout à l'heure, il faut donner les mentions légales obligatoires. Obligation de conseil mal fait puisque document existant mais pas rempli. Et devoir de conseil non motivé. Je vous rappelle que la réglementation DDA vous oblige aujourd'hui à motiver le conseil, c'est-à-dire à expliquer pourquoi vous avez conseillé tel ou tel contrat. Et cela même si vous êtes en devoir de conseil dit de niveau 1, la motivation du conseil n'est pas liée à la recommandation personnalisée et pas liée au devoir de conseil du niveau 2. Vous pouvez vous contenter de formules courtes, mais il faut que ça soit motivé. Pourquoi cette sanction est intéressante? Essentiellement pour ça. Parce que la CPR a sanctionné tout le monde. Elle a sanctionné le gérant de fait, ce qui est logique puisque c'est lui qui a les mains dans le cambouis. Elle a aussi sanctionné le gérant de droit actionnaire à 90% en indiquant quoi? En indiquant que, vu la taille de la structure, il ne peut pas, le gérant de droit, estimer, prétendre, soutenir qu'il n'avait pas connaissance des pratiques de Viva Conseil. Pardon. Donc, gérant de fait, mais également l'actionnaire, essentiellement dans les petites structures, effectivement dans un grand assureur français. Je pense que ça ne sera pas le cas. On ne va pas demander au PDG de mettre les mains dans le cambouis et dans le devoir de conseil. Dans une petite boîte comme ça, c'est le cas. Sanction du gérant de fait, du gérant de droit et de la société. Avertissement en rouge, parce que c'est un point qu'on me soulève souvent. Dans une très petite société comme Viva Conseil, les manquements de la société sont en principe directement imputables à ses dirigeants. Donc voilà, c'est extrêmement large. Autre élément,
dans l'encadré, Viva Conseil dit, en fait, si je fais tout ce que vous me dites de faire, je ne suis pas rentable, certes. Et alors ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Je suis trop petit pour respecter toutes les règles imposées par la réglementation, notamment en termes de LCBFT. Ou alors, je suis trop petit, si je fais tout ça, je gagne plus d'argent parce qu'au lieu de vendre, de commercialiser, de distribuer des contrats, je fais de la conformité et je fais faillite. Malheureusement, ces deux arguments qui ne portent pas, quelle que soit votre taille, vous êtes soumis aux mêmes obligations. Et notamment en lutte contre le blanchiment, moi j'ai des clients, effectivement, il y a un juriste qui va s'occuper de la LCBFT, de RGPD, de la protection de la clientèle. Il me dit, ouais, c'est compliqué. Malheureusement, ça ne sera pas un argument qui convaincra l'autorité de contrôle. Sanction LCBFT, il est midi, ok. Je vais donc appuyer sur les points principaux. Sanction LCBFT à l'encontre de la CRCAM. 3 points importants. Les seuils. Scénario incomplet et les seuils en inadéquation avec la typologie de la clientèle. Pourquoi c'est important? Vous avez le droit de mettre en place des seuils, mais il faut que ces seuils soient en adéquation avec votre clientèle. Si vous êtes un assureur vie, que le versement moyen, c'est 30 000 € et que vous ne faites des opérations alors plutôt Sylvain, que des opérations pour un montant beaucoup plus élevé, vous allez, des contrôles que pour les opérations dont le montant est plus élevé, vous allez passer à côté des contrôles. Vous n'allez pas contrôler des gens qui devraient l'être parce que le seuil n'est pas adapté. Quand on détermine un seuil, c'est par rapport à son client type. En fait, quand on monte une procédure LCBFT, il faut définir son client type. Qui est-il? Son âge, sa profession, le montant des versements. Et en fonction de ça, on détermine qu'est-ce qui doit être contrôlé ou pas, qu'est-ce qui est une opération atypique ou pas. Actualisation des informations principales, profession, revenus, patrimoine. Il est important que ça soit fait. Il n'y a pas de fréquence d'actualisation prévue par la réglementation. C'est à vous de la déterminer, là aussi, en fonction de la réalité de votre portefeuille. Et c'est ça qui est compliqué pour un courtier. C'est qu'on m'appelle souvent, on me dit, Julien, envoie-moi un modèle type de procédure LCBFT. Je dis, on peut faire ça, mais en fait, ça ira pas. Il faut vraiment se poser et définir qu'est-ce que tu vends, par quel canal, à quel type de clientèle. Et en fonction de ça, on détermine ensemble la procédure à mettre en place. Détection des opérations atypiques, c'est ce que j'ai dit. Le dispositif de détection des opérations doit tenir compte du montant moyen des opérations des clients et des écarts moyens à ce montant. Je détermine mon client type et quand on est loin de celui-là, l'opération est topée. La CPR sanctionne aussi, notez-le, la CRCAM en lui disant « Vous faites partie d'un grand groupe et donc, vous êtes d'autant plus sanctionnable. » Important, quand on fait partie d'un grand groupe, la CPR retient ça contre vous. Notons que dans cette sanction, la CPR a utilisé un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle Lucia, qui a permis d'analyser 750 millions d'opérations de paiement. Autant dire que une fois que tout ça sera en place, ça sera difficile d'échapper à la CPR en se disant, avec un peu de chance, ils vont piocher les mauvais dossiers. Ça ne sera plus le cas. La sanction WHA, qui est une filiale d'Orange qui envoie des sous vers l'Afrique, est sanctionnée ici, même raisonnement, les plafonds, des scénarios insuffisants et une mauvaise appréciation des risques pays. On retrouve l'idée que les sanctions, la procédure LCBFT doit être adaptée à la structure. Ici, c'est une structure qui fait des virements en Afrique, grosse activité transfrontalière. Donc, sa classification des risques, elle va nécessairement avoir des scénarios liés à ça
et aussi une appréciation extrêmement fine du risque pays. Donc, il y aura des scénarios pour certaines catégories de pays qu'on va différencier finement, alors que, par exemple, pour un courtier français, le risque pays lié à l'Afrique sera nécessairement moins finement apprécié. Donc, vraiment, on est sur quelque chose d'extrêmement adapté et extrêmement personnalisé. Sanction également, on en a parlé tout à l'heure, du gel des avoirs. Un filtrage trimestriel est insuffisant et la mise à jour de la liste des personnes n'est pas faite. La liste des personnes soumises aux mesures restrictives est publiée par la DG Trésor. Il faut que vous soyez inscrit sur leur fil d'information pour que dès que la liste des personnes soumises au gel des avoirs est actualisée, eh bien, vous en soyez informé et vous puissiez tout de suite le mettre en place, parce que filtrer avec une liste qui n'est pas à jour, ça n'a pas de sens. La CPR indique clairement qu'il faut détecter immédiatement et de façon exhaustive les clients et les bénéficiaires d'opérations soumis à une mesure restrictive, en informer sans délai la DGT et bloquer sans délai les opérations, la CPR indiquant que c'est un manquement d'une particulière gravité. Donc vraiment, il faut tout faire en LCBFT, mais si vous ne deviez faire qu'un truc, c'est quand même le gel des avoirs. Sanction de l'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie, 150 000 €, petite sanction. Classification des risques lacunaires au regard des produits, des pays, des caractéristiques de la clientèle. Dispositif de surveillance des opérations défaillants, on retrouve ici l'insuffisance des moyens humains et l'obsolescence des moyens techniques. Autre élément qui est donc sanctionné par la CPR, c'est un outil qui tient plus la route. Donc, à mettre de côté, ça aussi pour aller convaincre vos dirigeants de mettre des sous dans l'outil. Toujours dans la même sanction, obligation de vigilance non respectée, défaillance du contrôle interne. Donc là aussi, contrôle interne insuffisant. Et gel des avoirs qui ne fonctionne pas. Pourquoi la sanction n'est que de 150 000 €? Parce que le plan de remédiation a été mis en place, qu'il y a des dépenses très lourdes, alors que l'activité est globalement modeste pour eux, et qu'il y a une volonté manifeste de l'établissement de s'engager dans la mise à niveau de son dispositif LCBFT. Donc ça, c'est des éléments à garder en tête également pour comprendre dans quelle mesure la CPR va diminuer ces sanctions. Sanction AXA Bank, là aussi, est sanctionné la connaissance du client qui est défaillante, le suivi des opérations et les seuils trop élevés. Une fois de plus, attention au seuil, attention au plafond. Un profil de risque qui ne prend pas en compte les derniers éléments négatifs connus en théorie. Enfin, pas en théorie, vous devez relever les éléments négatifs, notamment dans la presse, qui pourraient sortir sur vos clients. Donc, c'est ça que la CPR sanctionne ici. On a une sanction réduite. Pourquoi? Parce que les actions de remédiation ont été engagées avant le contrôle. Donc ça joue plutôt en faveur d'AXA. Mais par contre, la CPR dit AXA Bank, c'est AXA, c'est un grand groupe, vous n'aviez pas le droit de tarder. Donc ce qui donne d'une main, ils le reprennent de l'autre. Nickel Bank, 1 million €, classification des risques lacunaires, scénario incomplet, gel des avoirs insuffisant, déclaration de soupçons de mauvaise qualité ou tardive. Là aussi, les déclarations de soupçons doivent être complètes et doivent être faites immédiatement. On ne peut pas attendre. On le verra, c'est un peu pour ça que, enfin, c'est un grief que l'on retrouve souvent dans les sanctions ACPR. BMW Finance, on va passer parce qu'il n'y a rien de spécifique, je balaye vite fait le gel des avoirs, la détection des PPE. L'outil doit être efficace pour la détection des PPE. Vous n'avez pas le droit de dire, d'ailleurs je trouve que c'est un peu gonflé, mais vous n'avez pas le droit de dire j'ai pris un outil, mais en fait il n'est pas bon. Si vous vous apercevez qu'il n'est pas bon, il faut le changer.
Et l'ACPR n'admet pas que l'assujetti se planque, entre guillemets, derrière les carences de l'outil d'analyse des opérations. Et on retrouve ici également le manque de moyens humains, qu'on retrouve extrêmement souvent. Donc vous avez vu, manque de moyens humains et appartenance à un groupe, c'est quand même deux éléments à prendre en compte. Sanction qui est tombée la semaine dernière à l'encontre d'ABV, où on retrouve des choses dont on a déjà parlé. Insuffisance de la déclinaison de la procédure groupe. On ne peut donc pas se limiter, comme on l'a dit, à prendre une procédure groupe et à la décliner. Il faut vraiment un travail de personnalisation. Actualisation de la connaissance client, on en a parlé, à une fréquence que vous déterminez, mais qui doit être, j'allais dire, performante par rapport à votre portefeuille. Détection des PPE et sanctionner un délai de traitement excessif des alertes. Vigilance complémentaire, l'absence de formalisation de la décision d'entrer ou de maintenir une relation, puisque, comme vous le savez, lorsqu'on détecte une personne particulièrement exposée, la décision d'entrer aux relations ou de maintenir la relation doit être prise par les dirigeants de l'entreprise. Élément important de cette sanction, la CPR soulève une défaillance dans la mise en œuvre des mesures de vigilance parce que la vigilance était exercée par contrat et non par client. Et ça, je pense que c'est un élément qui doit être bien noté par tout le monde. Si un client a plusieurs contrats, il faut faire une analyse globale. Ce n'est pas une analyse par client, c'est une analyse par relation d'affaires. Donc, dans ma classification, je dois avoir, par exemple, le client a souscrit plus de 3, 4, 5, 8 contrats. Et donc, quelqu'un qui, par exemple, souscrit 8 contrats santé, qui souscrit 14 contrats d'assurance vie, on peut se dire que c'est un petit peu atypique et que ça nécessite un contrôle particulier, ce qu'on ne repère pas si on fait un contrôle par contrat. Donc, c'est pour ça que la CPR sanctionne. Opération atypique, on en a parlé, c'est les opérations qui sortent de l'ordinaire, qui doivent être détectées. En assurance vie, par exemple, un rachat précoce, j'ai souscrit, je rachète moins d'1 an plus tard, là c'était moins de 2 ans, une renonciation. Pourquoi la renonciation, elle est atypique? Parce qu'en fait, un client va souscrire un contrat, va arriver avec de l'argent, va renoncer à son contrat, vous allez lui rendre l'argent et il aura un justificatif si on lui pose la question, il dit tiens, d'où vient cet argent? Voilà, il vient de là, j'avais mon contrat, j'y ai renoncé et paf, l'argent est retombé dans ses poches en moins de 30 jours. Donc, opération atypique. Les déclarations de succession, les déclarations de soupçon, pardon, et l'insuffisance du contrôle interne. Il est 12h13, je suis pas mal. Une sanction, une décision, pardon, de l'autorité de contrôle. Excusez-moi, je reprends. Une décision de la Cour de cassation, 27 septembre 2023, qui traite d'un sujet important. En quoi la concurrence déloyale et la lutte contre le blanchiment sont liées. La base, c'est qu'en théorie, seule la CPR peut sanctionner un manquement à la lutte contre le blanchiment. Il y a des décisions qui ont été rendues sur le sujet qui disent que un tiers ne peut pas se plaindre, ne peut pas dire « vous n'avez pas appliqué la LCBFT, du coup j'ai subi un préjudice ». Sauf que là, on a une sanction, une décision de la Cour de cassation qui dit que lorsqu'un concurrent s'affranchit de la réglementation LCBFT, ça lui confère un avantage et ça peut être constitutif d'une faute de concurrence déloyale. Donc, à suivre, comment est-ce que le non-respect de la LCBFT va être transposé dans les prétoires, dans les juridictions, dans les instances.
ça va être intéressant. Quel va être le préjudice? Est-ce qu'on va dire, bah, moi, ça me coûte 2 salariés, donc ça me coûte 100 000 € par an, ou plus probablement. Donc voilà, c'est un élément qui va être intéressant à suivre dans le futur. Question, sauf que je ne sais plus qui m'écoute. On est tous là, Julien. Ah, tu es revenu. Génial. Mais oui, mais je n'ai jamais disparu, sauf que je m'efface pendant que tu parles. Je ne plus tout à l'heure. Bon, bah écoutez, super. Du coup, est-ce que tu as quelques questions ou est-ce que c'est terminé? Non, 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 mais écoute, j'ai quand même beaucoup de questions même. On va peut-être pas pouvoir répondre à toutes les questions en direct, mais voilà, on va essayer d'en prendre quelques-unes. Et on va prendre celles qui peuvent intéresser la majorité de notre auditoire de ce matin. Donc, je vais te poser la première question. Alors, quelqu'un nous dit bonjour, je n'ai pas vraiment de dispositif LCBFT, mais j'informe l'assureur dès que j'ai un doute. Suis-je en risque dès lors que l'assureur fait déjà les contrôles? Ok. Effectivement, l'assureur fait le taf. C'est-à-dire que vous vous dites, bah, de toute façon, moi, j'ai spoté l'opération atypique et j'en ai parlé à l'assureur. Et donc, ben, je m'arrête là. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Je comprends l'idée et comment dire, et entre guillemets, elle est presque logique. C'est-à-dire, bah, il y a une vente immobilière, donc le notaire va faire le taf. Moi, le client va venir me voir, je vais envoyer le dossier à l'assureur qui va refaire le taf. Et il va être contrôlé 4 fois dans son opération de vente immobilière, placement, etc. Donc moi, je ne le fais pas. Malheureusement, ça ne va pas. La CPR estime que tous les intervenants de la chaîne doivent faire les contrôles et on ne peut pas se suffire, ça ne suffit pas, pardon, d'écrire à la CPR, d'écrire à l'assureur et de lui dire, bah voilà, il y a telle opération, merci de faire le boulot. Il y a d'ailleurs eu une communication de la CPR dont j'ai pas la date, il y a 1 ou 2 ans, où il y a je sais pas, une dizaine de questions sur LCBFT et courtage. Si vous tapez ça sur Internet, vous allez le trouver. Et il y a tout un laïus où ils expliquent que bah non, ça fonctionne pas, chacun doit faire le boulot. Alors, je vais prendre une deuxième question. Je suis courtier et je n'ai pas de classification des risques. Pouvez-vous me préciser ce qu'elle doit contenir? Ouais. Alors, si vous n'avez pas de classification des risques, c'est qu'à ce jour, vous n'avez pas fait grand-chose en lutte contre le blanchiment. Donc, la première base, c'est effectivement, il faut se poser la question de cette classification des risques. Il y a un texte du Code monétaire et financier qui indique globalement ce qu'il doit y avoir dedans et c'est organisé en plusieurs axes. Un axe, j'essaie de tous les retrouver, un axe contrat. Quel type de contrat je vends? Vie, non-vie, et les risques attachés. Typiquement, si je vends des bons de capitalisation aux porteurs, ça n'existe plus, mais si je vends des produits où il y a des espèces, mon risque va être plus important que si je vends des contrats mutuels santé. Donc, axe contrat. Axe opération. On en a parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que le client fait sur son contrat? La renonciation, le rachat, etc. Axe contrat, axe opération, axe client. Qui est-il? Sa profession, son âge, ses caractéristiques à lui. Axe risque géographique. De quel endroit viennent les fonds? Origine et destination des fonds, de quel pays? Et axe canal de distribution. A priori, je les ai tous. Est-ce que je vends en face à face? Est-ce que je vends par Internet? Est-ce que je vends par des démarcheurs qui vont taper aux portes des clients, etc. Et une fois qu'on a ces 5 axes, on a identifié une pelletée de risques
et ensuite on les transforme en points de contrôle. Et c'est là où on va avoir en tout cas le début d'une procédure LCBFT. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un truc sur lequel on peut vous assister au cabinet. Après, ça nécessite de votre part beaucoup de boulot pour identifier les opérations qui peuvent être… Alors, il y a des choses qu'on retrouve dans toutes les classifications des risques, sur le risque pays, sur les revenus, le patrimoine, mais ça nécessite un boulot chez vous de se poser, de dire quelle est mon activité, comment je vends, qu'est-ce que je vends, à qui je vends, quel est mon client type, et prendre les mesures en fonction de tout ça. Donc c'est un gros boulot, mais c'est un boulot qu'il faut mettre en œuvre parce que, comme vous le voyez, la lutte contre le blanchiment, c'est un gros thème pour la CPR. Bon, Merci beaucoup. Et puis, je vais peut-être prendre une dernière question. On a beaucoup parlé durant ton intervention du fichier de gel des avoirs. Et alors, excuse-moi si tu l'as déjà expliqué, mais on a plusieurs questions sur, pouvez-vous nous préciser comment interroger le fichier de gel des avoirs? Alors, il faut aller sur le site de la DG Trésor et ils mettent à disposition un fichier Excel, mais surtout un code informatique. Excusez-moi, je suis vieux, une API. Voilà. Non, c'est l'Internet. Non, une API qu'on peut plugger directement sur son logiciel de gestion pour que le contrôle soit fait de manière D'accord. automatique. Mais je pense que si on tape DG Trésor, liste gel des avoirs, il y a des trucs qui sortent. Ouais. D'accord. Super. Bah écoute, Julien, il me reste à te remercier pour cette intervention très claire, très complète. Merci à tous d'y avoir participé. Vous aurez un replay de cette intervention dans les prochains jours pour ceux qui n'auraient pas pu y assister complètement. Merci encore à tous. Voilà, quelqu'un nous donne, effectivement, je vais vous la partager dans le chat, https://gel-avoir-dgtrésor.gouv.fr. Je vous envoie tout ça tout de suite. Merci encore. Bon appétit à tous. Julien, tu avais quelque chose à ajouter peut-être? Non, pas du tout, c'était parfait. Ok, super. Et voilà. Et Anne Copin-Thibault, merci, nous dit merci. Excellent, Julien, comme d'habitude. Génial, merci beaucoup. À très bientôt. Bon appétit à tous, bonne journée. Au revoir.